Cléa avait 27 ans, et pourtant, elle marchait comme une femme de 40. Non pas à cause de son âge ou de son corps, mais à cause du poids invisible qu'elle portait sur les épaules. Chaque pas semblait une concession au monde. Chaque souffle, une victoire sur le silence qui l'entourait. Elle vivait dans la demeure des Delcourt, un manoir ancien situé à la lisière de Neuilly-sur-Seine, à l'ombre des arbres centenaires et des secrets familiaux. La propriété était vaste, luxueuse, et pourtant elle n'avait rien d'un refuge. Pour Cléa, c'était une cage dorée où les murs étaient faits de mépris, les couloirs de solitude et les pièces principales de regards méprisants. Elle n'était ni domestique, ni véritablement héritière. Elle était un fantôme au sein même de sa propre maison. Tout avait changé depuis la mort de son père, Bernard Delcourt, 5 ans auparavant. Un magnate de l'immobilier, respecté dans les médias, craint dans les affaires. Quand il était en vie, il la traitait avec un respect distant mais réel. Il lui parlait peu, mais il veillait sur elle à sa manière. Sa mort avait tout fait basculer. Sa belle-mère, Maude Delcourt, la seconde épouse de Bernard, avait rapidement pris les rênes du domaine et du patrimoine. Froide, calculatrice et d'une élégance clinique, Maude avait relégué Cléa à une existence marginale. Elle ne manquait de rien matériellement parlant, mais elle n'était rien. Pas une place dans les affaires, pas une voix dans les décisions. Même son propre nom semblait avoir été gommé de l'histoire familiale. Elle était là parce qu'on n'a pas encore trouvé comment s'en débarrasser, avait un jour glissé Maude à l'un des avocats du clan, sans savoir que Cléa écoutait derrière la porte. Mais Cléa ne réagissait jamais. Elle encaissait, parce qu'elle savait qu'elle ne savait rien. Rien des volontés réelles de son père, rien du testament qui avait, selon Maude, malheureusement été détruit dans un incendie de coffre-fort, survenu peu après les funérailles. Un feu étrange, sans enquête, sans trace. Le personnel de la maison, quelques domestiques, un majordome et une cuisinière avaient appris à ignorer Cléa. Ils ne la maltraitaient pas. Ils faisaient pire. Ils faisaient comme si elle n'existait pas. Elle prenait ses repas seule, souvent dans la serre, où elle s'occupait de plantes qu'elle n'avait pas plantées. C'était le seul endroit où elle avait encore l'impression de respirer. Dans la maison, elle n'avait accès qu'à certaines pièces. Sa chambre, l'aile ouest, considérée secondaire. Et la bibliothèque, par chance, qu'on avait oublié de verrouiller. C'est là qu'elle passait le plus clair de son temps, plongée dans des ouvrages juridiques, des romans gothiques ou des biographies d'héritiers oubliés. Elle lisait pour comprendre, pour chercher, pour guetter les signes d'un mensonge. Car au fond d'elle, une intuition la rongeait. Quelque chose clochait. Un soir de novembre, alors qu'un orage éclatait sur la ville et que les murs du manoir vibraient sous les coups du tonnerre, Cléa eut une insomnie. Elle descendit à la bibliothèque vers minuit. L'électricité était coupée à cause de la foudre, mais elle connaissait le chemin par cœur. Elle alluma une vieille lampe à huile et s'installa à une table poussiéreuse. En bougeant un ouvrage ancien, son coude heurta une latte du plancher qui résonna d'un creux étrange. Elle s'arrêta. S'agenouillant, elle inspecta le bois et découvrit une latte mobile, qu'elle souleva avec précaution. En dessous, un petit espace rectangulaire renfermait un objet. Une clé ancienne, rouillée mais intacte. Attachée à la clé, une étiquette jaunie, sur laquelle était griffonnée d'une écriture qu'elle reconnut instantanément. Bureau privé, B. Delcourt. Son cœur rata un battement. Le bureau de son père, fermé à clé depuis sa mort. Maude en avait interdit l'accès, prétextant que tout avait été vidé. Cléa n'en avait jamais eu la preuve. Le lendemain, lorsqu'elle sut que Maude partirait pour une réunion à Genève durant 3 jours, elle sentit quelque chose d'étrange en elle. De l'attention, oui, mais aussi de l'espoir. 2 jours plus tard, à la première heure, elle franchit la porte de ce bureau qu'elle n'avait plus vu depuis 5 ans. L'odeur était intacte. Un mélange de vieux cuir, de tabac et de bois ciré. Rien n'avait bougé. Le bureau en acajou trônait toujours au centre de la pièce.
Les étagères alignaient des dossiers, des livres, des souvenirs de voyage. Au mur, un portrait d'elle, petite fille, trônait encore. Elle fouilla. Pendant des heures. Des papiers, des contrats, des lettres. Rien de suspect. Puis, derrière le bureau, une armoire à rideaux. Fermée. Elle tenta la clé. Clic. Ouverture lente. À l'intérieur, une boîte en fer noir verrouillée par un petit cadenas. Elle tenta la même clé. Elle fonctionna. Le couvercle s'ouvrit lentement. À l'intérieur, une enveloppe scellée et une note manuscrite. À ouvrir uniquement en présence d'un notaire. Ne faire confiance à personne. BD. Cléa sentit ses jambes faiblir. Elle s'effondra sur le fauteuil, l'enveloppe entre les mains. Un testament. Il existait. Et il avait été caché. Mais Cléa comprit aussi que ce simple document pouvait être dangereux. Car si Maud avait tout fait pour le faire disparaître, c'était qu'elle savait. Ou soupçonnait. Et si elle revenait et découvrait que Cléa avait mis la main dessus, il ne fait aucun doute qu'elle ferait tout pour le récupérer, le détruire. Ou pire. Cléa cacha le testament dans un vieux livre à la couverture creusée, qu'elle remisa dans la serre, sous un bac de terreau. Elle contacta alors un notaire indépendant, discret, recommandé dans un forum juridique sous pseudonyme. L'homme accepta de la rencontrer dans un café de Montparnasse, à la tombée de la nuit. Le jour du rendez-vous, alors qu'elle quittait le manoir, elle sentit une voiture noire la suivre. Puis, 2 hommes en costume se présentèrent à la grille le soir même, disant venir, pour discuter d'un bien immobilier laissé en friche par feu Monsieur Delcourt. Maud était revenue, et elle savait. Le café était presque vide. Une lumière jaune tamisée diffusait une ambiance vieillotte, comme si le temps lui-même avait été ralenti à l'intérieur de ses murs. Cléa se tenait dans un coin de la salle, le dos contre le mur, comme si cela pouvait empêcher les regards indiscrets de se poser sur elle. Elle avait le testament dans son sac, soigneusement glissé dans une pochette plastifiée. Son cœur battait à tout rompre. L'homme qui entra quelques minutes plus tard ne ressemblait pas au notaire stéréotypé des séries télévisées. Il portait un trench coat gris élimé, un chapeau démodé, et traînait une mallette de cuir usé. Il ressemblait davantage à un détective qu'à un officier ministériel. Il s'assit en face d'elle, sans un mot. « Mademoiselle Delcourt. »« Oui, vous êtes maître Villefort. »« Pas officiellement, » répondit-il avec un demi-sourire. « Appelez-moi Samuel. On ne m'associe plus vraiment à mon titre depuis que j'ai quitté l'ordre, mais je reste utile. » Cléa lui tendit la pochette. Il l'ouvrit, sortit les feuilles, ajusta ses lunettes et les parcourut du regard. Silence. Puis, un sifflement bref. « Eh bien, votre père n'avait pas la plume légère, » murmura-t-il. Cléa le fixait, les mains moites. « Qu'est-ce qu'il dit? Vous pouvez me le lire ?» Il s'exécuta, lentement, clairement. Le document commençait de manière classique. Bernard Delcourt, dans toute sa précision notariale, stipulait être sain d'esprit, lucide, et avoir rédigé ce testament en toute conscience. Mais dès le 2e paragraphe, tout prenait une tournure inattendue. Je sous-signé, Bernard Delcourt, déclare révoquer tout testament antérieur, et exprime ici mes dernières volontés véritables. À ma fille Cléa Delcourt, je lègue la totalité de mes parts dans Delcourt Patrimoine, ainsi que les biens immobiliers suivants: le manoir de Neuilly, le domaine de Sologne, les appartements de Monaco, Lisbonne et Tokyo. J'ai conscience que ce choix choquera, mais je le fais en connaissance de cause. Maud Delcourt, que je n'ai jamais légalement adoptée comme héritière, n'aura droit qu'à l'usufruit de la maison de campagne de Saint-Jean-de-Luz, pour une durée de 2 ans. Releva les yeux. « Il vous donne tout » dit-il. Cléa resta figée. « Tout ? Mais elle a tout récupéré à sa mort. Tout était à son nom. » Samuel hocha la tête. Ce testament date de 6 mois avant son décès, ce qui signifie que s'il avait été découvert, la répartition aurait été tout autre. Et légalement, il est valide, du moment qu'on peut le prouver.
Elle sentit sa gorge se nouer. Et si quelqu'un a tout fait pour le cacher, et qu'on m'empêche de le faire valoir? Samuel ferma le dossier, calmement. Alors, mademoiselle Delcourt, il va falloir remonter la chaîne, car ce testament ne va pas seulement faire trembler la maison Delcourt, il va en révéler les fissures. Cléa et Samuel se mirent au travail. Ensemble, ils cherchèrent à retracer les dernières semaines de la vie de Bernard Delcourt. Qui l'avait vu? Qui avait eu accès à ces documents? Pourquoi ce testament n'avait-il jamais été enregistré? Ils découvrirent qu'une assistante personnelle de Bernard, nommée Sylvie Marchal, avait disparu sans laisser de traces peu de temps après la mort du patriarche. Elle avait vidé son appartement, démissionné par mail, et n'avait jamais récupéré son dernier salaire. Une disparition trop propre. Samuel soupçonna rapidement un effacement volontaire, orchestré par ceux qui avaient intérêt à faire taire les témoins. Mais il y avait plus. Une ligne dans le testament attirait son attention. En cas de contestation, contactez Maître Giraud de l'étude Giraud & Bouchard. Il détient une copie enregistrée. Or, cette étude avait été fermée après un incendie, 3 semaines après la mort de Bernard. Un deuxième feu. 2 cabinets juridiques touchés. 2 personnes disparues. Ce n'était plus une coïncidence. Cléa, de retour au manoir, sentait le danger approcher. Maude avait changé d'attitude. Elle n'était plus distante. Elle était chaleureuse. Trop chaleureuse. Elle venait frapper à la porte de sa chambre, lui apporter du thé, lui demandait si tout allait bien. Elle savait. Ou du moins, elle suspectait. Et Cléa comprit vite pourquoi. La pièce où elle avait trouvé la clé. Fermée. Et lorsqu'elle tenta d'y retourner, elle trouva un verrou numérique à la place de la serrure classique. Samuel lui envoya un message en code. Ta boîte aux lettres est sous surveillance. Nouvelle cache. Banc vert. Square Logier. Code du cadenas, 0503. Elle se rendit au square, le cœur battant. Le banc vert était désert. En dessous, dans un sac plastique, un dossier brun contenant de nouvelles informations. Samuel avait retrouvé la trace d'un employé du cabinet Giraud, un certain Jules Bertrand, vivant désormais à Marseille, sous un autre nom. Il acceptait de parler. Mais seulement à Cléa. Elle prit le train en secret, avec un billet payé en liquide. Une fois à Marseille, elle retrouva Samuel dans un petit hôtel discret. Jules Bertrand était méfiant, nerveux. Mais lorsqu'il vit le testament, il blêmit. « C'est le vrai, dit-il. Je l'ai vu de mes propres yeux. On l'a enregistré. Mais le disque dur a été volé. L'original, je pensais qu'il avait été détruit. »« Qui l'a pris ?» demanda Cléa. Il hésita, puis murmura. « Quelqu'un de très haut placé, peut-être même dans la justice ou dans les affaires. Je crois que votre père a découvert quelque chose de dangereux. Ce testament n'est pas qu'un partage d'héritage, c'est un verrou. » Un verrou contre quoi? Il baissa les yeux. Contre les Delcourt eux-mêmes. Cléa ne pouvait plus dormir. Depuis Marseille, tout semblait flou, comme si elle avait mis les pieds dans un labyrinthe dont les murs bougeaient à chaque pas. Le témoignage de Jules Bertrand l'avait bouleversée. Ce testament est un verrou. Pourquoi son père aurait-il écrit un document aussi explosif, s'il n'avait rien à cacher? Pourquoi l'avoir dissimulé si soigneusement? Elle avait grandi avec l'image d'un homme dur mais droit. Un patriarche exigeant, certes, mais pas corrompu. Et pourtant, ce que Jules avait dit ne la quittait plus. Votre père n'était pas seulement riche, Cléa, il était puissant, et il savait des choses. À son retour à Paris, Samuel l'attendait avec de nouvelles découvertes. « Tu dois te préparer à une vérité plus grande que toi, » lui dit-il en déposant un dossier sur la table. « Tu n'as pas seulement hérité d'une fortune, tu as hérité d'un combat. » Dans ce dossier, un mot revenait sans cesse. Le Cercle, un consortium privé, fondé dans les années 80 par 6 familles puissantes, dont les Delcourt. Officiellement, ce n'était qu'un club de réflexion économique, une espèce de think tank entre milliardaires. Mais Samuel avait mis la main sur des extraits de comptes offshore, des minutes de réunion, des témoignages d'anciens collaborateurs. Le Cercle contrôlait des pans entiers de l'immobilier parisien,
des chaînes de laboratoires pharmaceutiques, et avait des ramifications dans la justice, la presse, et même au sein du gouvernement. Cléa tomba des nues. Mon père faisait partie de ça, il était l'un des fondateurs, et à un moment donné, il a voulu en sortir. C'est à ce moment-là que tout a commencé à brûler, Cléa, y compris lui. Samuel lui tendit une photo jaunie. 6 hommes autour d'une table, en costume 3 pièces. Parmi eux, Bernard Delcourt. Mais à droite de l'image, un autre visage attira l'attention de Cléa. Un visage familier, Maude. Plus jeune, plus dure, en retrait, mais présente. Elle faisait partie du cercle. Elle était leur messagère, leur exécutrice. Ton père l'a épousée tard, mais elle était déjà dans la sphère depuis longtemps. Cléa commença à reconsidérer toute son enfance. Les absences, les crises, les colères silencieuses de son père, les départs à l'étranger non expliqués. Samuel découvrit une lettre non datée, signée de Bernard à un certain H. Je suis fatigué, H. Ce que nous avons construit est devenu une bête. Elle dévore tout. Je veux que Cléa soit protégée. J'ai vu ce qu'ils ont fait à Sylvie, à Giraud. Je sais que je suis surveillé. Si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Protège-la. Et s'il le faut, utilise le testament. Cléa sentit sa gorge se serrer. Chut, qui est-ce? On pense que c'est Henri Belleval, un ancien journaliste d'investigation qui a tout quitté il y a 10 ans, après avoir mystérieusement perdu sa femme et son fils dans un accident de voiture. Il avait enquêté sur les liens entre finance et corruption, et il s'était approché du cercle. Samuel traça sa dernière localisation, une maison isolée dans le Jura. Il proposa à Cléa de l'y conduire, mais elle refusa. Non, cette fois, j'y vais seul. Je dois l'entendre, directement. La route jusqu'au Jura fut lente, brumeuse. Cléa loua une vieille voiture et roula toute la nuit. Vers 6 heures du matin, alors que l'aube s'élevait entre les sapins, elle arriva devant une cabane en bois, en bordure d'un lac gelé. Un homme l'attendait déjà dehors. Grand, barbu, les yeux sombres. « Tu ressembles à ton père », dit-il en ouvrant la porte. Henri Belleval n'avait plus rien du journaliste flamboyant des vieux articles. Mais ses mots étaient tranchants comme des lames. Il lui raconta tout. Comment le cercle utilisait les biens immobiliers pour blanchir de l'argent. Comment certains procès avaient été étouffés. Comment des médecins avaient été payés pour tester des traitements douteux dans des cliniques de luxe. Et comment son père, un jour, avait refusé un projet, une opération menée en Afrique qui aurait coûté la vie à des dizaines de patients sous couverture. Ton père a dit non. Il a voulu alerter. Mais il savait que s'il parlait, il s'en prendrait à toi. Alors, il a fait ce qu'il a pu. Le testament, c'était son cri muet. Henri lui tendit une vieille disquette. Tu veux des preuves? Voilà. Dessus, il y a les enregistrements des réunions du cercle. Si tu les rends publics, ils tomberont tous. Mais tu tomberas avec eux. De retour à Paris, Cléa sentit le vent tourner. 2 hommes l'attendaient devant la maison. Samuel avait disparu, injoignable. Le manoir était silencieux. Trop silencieux. Une lettre glissée sous sa porte. Nous savons ce que tu détiens. Rends-le, ou tu finiras comme ton père. Elle n'eut plus de doute. Ils étaient là. Et elle n'était plus une invisible. Elle était devenue une menace. Mais pour la première fois de sa vie, elle se sentit puissante. Elle n'était plus la jeune femme reléguée dans l'ombre d'un salon. Elle était l'héritière. Non d'une fortune, mais d'un choix. Le choix de briser un empire, ou de s'y soumettre. Elle prit son téléphone, appela un ancien contact de Samuel. « Active le projet Emera », dit-elle simplement. « C'est l'heure que la lumière se fasse. » Quand Cléa lança le projet Emera, elle ignorait à quel point ce simple appel allait faire trembler les fondations de l'empire Delcourt. Emera n'était pas un projet, c'était une bombe. Un protocole mis au point par son père et Henri Belleval pour libérer la lumière, comprendre, dévoiler au grand jour tous les documents, les preuves, les enregistrements liés au cercle,
si jamais l'un des deux venait à disparaître. Et maintenant que Cléa avait la disquette, le compte à rebours avait commencé. Elle reçut un mail crypté, projet Emera activé, mise en ligne dans 72 heures, protocole de vérification biométrique enclenché, pas de retour possible. Le monstre allait se réveiller, et le cercle, lui, n'allait pas rester les bras croisés. Le lendemain matin, Cléa sentit une présence dans sa chambre, avant même d'ouvrir les yeux. Elle n'eut que le temps de rouler au sol, que la lampe au-dessus de son lit explosa sous un coup de matraque. Deux hommes, visages masqués, l'encerclèrent, mais elle n'était pas sans défense. Sous son matelas, elle avait dissimulé une bombe flash que Samuel lui avait laissée au cas où. Elle l'activa sans hésiter. Lumière aveuglante, hurlements, fuite. Elle s'enfuit par la fenêtre arrière, les pieds nus dans la terre humide du jardin. En quelques secondes, elle se retrouva dans la rue, haletante, hagarde. Mais elle n'était pas seule. Un taxi noir l'attendait, portière ouverte. « Monte, vite !» C'était Samuel. Le vrai, amaigri, blessé à l'épaule, mais vivant. « Ils m'ont eu à Marseille. J'ai survécu de justesse. J'ai dû me cacher. Mais je savais qu'ils viendraient pour toi dès que tu activerais Emera. On n'a plus que 70 heures, Samuel. Alors prépare-toi, car ce ne sera pas une fuite, ce sera une guerre. » Ils se réfugièrent dans un squat ultra sécurisé, planqué dans les catacombes de Paris. À l'intérieur, une quinzaine de personnes les attendaient, hackers, journalistes dissidents, activistes numériques. « Tu crois que ton père n'avait pas tout prévu ?» dit Samuel. « Il a semé les graines. Tu es la clé, mais tu n'es pas seul. » Parmi eux, une jeune femme au regard acéré s'approcha. « Je m'appelle Solène. J'ai été engagé comme analyste chez Delcourt Pharma à 23 ans. J'ai tout vu. J'ai été viré quand j'ai voulu parler. Mais j'ai gardé les dossiers. Je veux me battre. » Elle tendit à Cléa une clé USB. Dedans, il y a les mails entre ton père et une certaine MLD, avant sa mort. Elle l'a menacé. Elle savait pour Emera. Cléa ouvrit les documents. Elle reconnut immédiatement les initiales. Maude Léa Delcourt. C'était elle, depuis le début. Elle n'avait pas seulement manipulé son père, elle avait orchestré sa disparition. Mais une surprise l'attendait à la fin du dossier. Objet, enregistrement vocal, confession du 3 février. Voix de Bernard Delcourt. Si tu lis ça, c'est que Maude m'a tué. Le lendemain matin, Cléa convoqua une conférence de presse, en direct, sur les réseaux. Pas dans un grand hôtel, mais devant le siège social de Delcourt Patrimoine. Habillée de noir, encadrée par Samuel et Solène, elle se présenta devant une trentaine de caméras. « Mon nom est Cléa Delcourt. Je suis la fille biologique de Bernard Delcourt, fondateur de cet empire. Et aujourd'hui, je vous annonce que mon père n'est pas mort d'un arrêt cardiaque. Il a été assassiné, par ceux qui craignaient qu'il dise la vérité. » Belle montra la disquette. Cette disquette contient des preuves irréfutables, blanchiment d'argent, corruption, manipulation médicale. Dans 48 heures, elles seront rendues publiques, sauf si les responsables viennent eux-mêmes s'expliquer. Devant la justice, devant le peuple, devant moi. La vidéo devint virale en quelques heures. Les hashtags « Justice Delcourt » et « J'ai la file du testament » inondèrent les réseaux. Mais cette déclaration de guerre n'était que le début. En moins de 24 heures, les comptes bancaires de Cléa furent gelés. Son visage apparut dans les journaux comme instable, héritière hystérique, mythomane manipulée. On fouilla son passé. Une fausse vidéo compromettante fit surface. Des journalistes payés remirent en question sa santé mentale, mais le peuple ne suivit pas. Les commentaires défilaient sous la vidéo originale. Enfin, quelqu'un qui parle. « On te croit, Cléa. » Qu'ils paient tous. Les gens se réveillaient. Pendant ce temps, Maude restait silencieuse. Pas un mot. Pas une apparition. Mais Cléa savait. Elle préparait sa riposte. Elle l'a reçue par coursier. Un simple téléphone. Allumé. En communication. Une voix au bout du fil. « Tu crois que tu gagnes.
Tu ne fais que remuer des fantômes. Mais moi, j'ai les vivants. Tu m'as volé mon père, et je t'ai offert son nom. Tu ne l'auras plus. Alors, viens me le reprendre. La guerre de succession n'allait pas se jouer devant les tribunaux. Elle allait se jouer dans la maison même où tout avait commencé, le manoir Delcourt. Le manoir Delcourt était plus silencieux que jamais. Une nuit de pleine lune baignait les façades de pierre dans une lumière spectrale. Cléa descendit de voiture, seule. Aucun garde, aucun domestique. Juste la porte entrebâillée, comme si le bâtiment lui-même avait attendu ce moment. « Viens me le reprendre », avait dit Maude. Elle entra sans bruit. Chaque pièce traversée lui renvoyait des souvenirs d'enfance. Des rires étouffés, des réprimandes sévères, des regards froids. Elle se souvenait d'avoir nettoyé ses sols à genoux, sous les ordres de celle qu'elle venait maintenant affronter. Un bruit sec la fit sursauter. La porte du bureau de Bernard se referma, lentement, comme si poussée par une main invisible. Elle s'y dirigea. Et Maude était là, assise dans le vieux fauteuil en cuir de son père, vêtue de noir, les cheveux tirés, le regard fixe. « Alors, te voilà », murmura-t-elle. Cléa resta droite, sans trembler. « J'ai tout découvert. Le cercle, le projet en Afrique, les manipulations et le meurtre. » Maude esquissa un sourire glacial. « Tu crois que tu es la première à vouloir la justice, la vérité, l'honneur. Ce sont des mots pour les faibles. Ton père était faible. Il voulait sortir. Mais il avait oublié une chose. On ne quitte pas le cercle. Jamais. Il vous faisait peur. Il avait plus de pouvoir que vous tous réunis. Il avait ton cœur, Cléa. Et ça, c'est ce qui l'a tué, Silence. Tu m'as volé ma vie, Maude. Mon nom, mon enfance, mon père. Non. Je t'ai donné une raison d'exister. » Elle se leva lentement, contourna le bureau et s'approcha de Cléa. « Tu crois que tu viens m'abattre avec ta petite disquette? Mais si tu publies ce que tu as, tu déclenches une guerre économique. Des milliers de gens perdront leur travail. Les marchés vont s'effondrer. Tu crois que le peuple va te remercier? » Cléa répondit, glaciale. « Je préfère déclencher un chaos honnête qu'un ordre fondé sur le mensonge. » Maude ouvrit un tiroir et en sortit un vieux revolver. Le même que Bernard gardait sous clé dans son coffre. Elle le posa sur le bureau, entre elles deux. « Voilà ce qu'il m'a laissé. Tu veux être l'héritière? Prends-le, et tue-moi. C'est comme ça que ça marche ici. » Cléa s'approcha et repoussa lentement l'arme. « Je ne suis pas toi. Je ne réglerai rien par le sang. Tu tomberas. Mais tu tomberas devant le monde entier. Et tu seras seule. Tu es déjà seule, Cléa. » Non. Pas cette fois. La porte du bureau s'ouvrit brusquement. Solène entra avec 2 agents de l'Office central de lutte contre la corruption. Derrière elle, Samuel, caméra en main, diffusait la scène en direct sur un stream sécurisé. La pièce était filmée. Tout, le revolver, les aveux, la menace. Maude se figea. « Ce direct est suivi par plus de 200 000 personnes, dit Samuel, et la police judiciaire arrive dans 3 minutes. » Cléa s'approcha de Maude et murmura « Le cercle tombe, et toi avec. » L'affaire fit l'effet d'un séisme en France. Les révélations s'enchaînèrent. La disquette de Cléa fut authentifiée. Des comptes offshore furent gelés. Des procès explosèrent aux 4 coins de l'Europe. Le cercle, ce mythe murmuré à voix basse depuis 30 ans, tombait pièce par pièce. Maude fut inculpée pour complicité d'assassinat, fraude, corruption et conspiration contre les intérêts publics. Le nom Delcourt devint synonyme d'un double héritage, celui du poison et de la guérison. Le procès fut retransmis en direct. Cléa y assista tous les jours. Elle y vit d'anciens associés, de puissants hommes et femmes réduits à leurs mensonges. Mais elle ne chercha jamais la vengeance, seulement la vérité. Et quand le procureur lut à haute voix l'extrait du testament original de son père, désormais réhabilité par un notaire indépendant, Cléa sentit enfin son cœur s'alléger. « Je lègue à ma fille, Cléa Delcourt, l'intégralité de mes actions, titres et biens. Mais surtout, je lui lègue la vérité.
qu'elle en fasse un bouclier et non une arme. Quelques mois plus tard, Cléa refusa la direction du groupe Delcourt. Elle transforma l'Empire en fondation. Une partie des actifs fut redistribuée aux victimes silencieuses du cercle. Familles ruinées, anciens employés, patients abandonnés. Elle lança le Fonds Éméra, un programme d'enquête indépendant, destiné à soutenir les lanceurs d'alerte dans le monde entier. Elle fit de son nom une lumière. Un jour, dans une interview, un journaliste lui demanda « Que dirait votre père s'il vous voyait aujourd'hui ?» Elle répondit simplement qu'il ne m'a pas élevée pour obéir, mais pour choisir. 2 ans ont passé. Cléa vit désormais à Lisbonne, dans une maison sobre surplombant l'océan. Pas de luxe, pas de caméra. Juste elle, un vieux chien trouvé dans un refuge, et le vent de l'Atlantique. Le monde l'appelle encore la justicière Delcourt, mais elle ne répond plus à ce nom. Elle signe ses articles CH. Cléa Éméra, en hommage à son combat. Ce matin-là, alors qu'elle arrose ses plantes en silence, un homme apparaît dans l'allée. Il porte un costume gris, sobre. Il a une mallette. Elle reconnaît son visage. Il s'appelle Gauthier Serre, ancien avocat fiscaliste, récemment tombé pour ses liens avec la finance noire. Il a échappé à la prison grâce à un deal avec la justice. Il lève une main, sans hostilité. Je n'ai pas de micro, pas d'arme, juste un nom. Cléa ne dit rien. Un nom que ton père avait noté, le dernier. Celui qu'il n'a jamais osé affronter, parce qu'il l'aimait. Elle fronce les sourcils. Gauthier pose la mallette sur la table. Le dernier membre du cercle, celui qui finançait tout depuis l'ombre, il était au-dessus de Maude, de tout. Il a effacé son nom partout, sauf ici. Il ouvre la mallette, une lettre, une photo, un enregistrement audio, et un nom. La lettre est ancienne, datée d'il y a 20 ans. L'écriture est tremblante. Je sais que je signe mon arrêt de mort en écrivant ceci. Mais si jamais tu découvres un jour toute la vérité, souviens-toi, le plus dangereux des ennemis est toujours celui qui se cache derrière le masque de l'amour. La signature, Bernard Delcourt. La photo montre un homme souriant lors d'un gala à Genève en 2001. Il tient une coupe de champagne. À sa droite, Maude. À sa gauche, Cléa blanchit. Elle tombe presque de sa chaise. « C'est impossible », murmure-t-elle. « Il t'a élevé comme sa protégée. Il t'a défendu quand tu voulais dénoncer Maude. Il t'a offert cette bourse à l'âge de 17 ans. Il était ton protecteur. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi il apparaissait toujours au moment décisif. » Cléa prend l'enregistrement audio, l'écoute. La voix est grave, assurée. Elle la connaît par cœur. Si Bernard ne revient pas, activez l'article 13. Nettoyez tout. Le cercle survivra. Et si la petite revient, offrez-lui quelque chose, un rêve, mais qu'elle reste loin. Cette voix, c'est celle de Henri Belleval, le bras droit de son père, l'ami de toujours, l'homme qui lui avait juré de la protéger, et le fondateur réel du cercle. Cléa reste assise toute la nuit, sans parler. Le soleil se lève lentement, comme s'il craignait de la déranger. Elle doit choisir, révéler ce dernier nom, ou le taire. Si elle le dévoile, elle détruit la mémoire d'un homme aimé, qui l'a aidé. Mais elle expose la racine du mal. Elle tranche l'arbre, pas seulement les branches. Mais si elle se tait, elle devient complice. Elle regarde son chien dormir au pied de la table. Elle pense à son père, à cette phrase qu'il lui répétait enfant. La vérité, ma fille, ce n'est pas ce qui fait le plus de bruit. C'est ce qui reste quand tout s'est tu. Cléa allume son ordinateur. Elle écrit un dernier article. Le fondateur invisible. Comment Henri Belleval a orchestré la plus grande conspiration économique de France. Et elle signe Cléa Éméra, témoin du silence. Le texte fait exploser les médias. Les réactions sont violentes. Certains la traitent de traîtresse, d'autres de sainte. Des manifestations éclatent. Des anciens collaborateurs de Belleval tombent. Des procès reprennent. La vérité,
une fois encore, arrache des visages bien peints. Mais Cléa, elle, ne parle plus. Elle se retire définitivement de la scène publique. Elle cède sa part du fonds Éméra à un collectif d'activistes indépendants. Elle vend la maison de son père. Et elle part. Personne ne sait où. Peut-être en Grèce, là où son nom de guerre est né. Peut-être ailleurs, là où personne ne se souvient de Delcourt, ni de la trahison, ni de la lumière. Quelques années plus tard, une étudiante en journalisme écrit un mémoire sur « Les lanceurs d'aurore », ces femmes qui ont osé défier les puissants au XXIe siècle. Son dernier chapitre est consacré à une figure énigmatique, Cléa Éméra. On y lit « Elle ne s'est pas battue pour hériter, mais pour libérer. Elle a refusé le trône. Elle a préféré les ombres, là où la vérité n'a pas besoin de couronne. Elle était la fille d'un roi déchu. Elle est devenue la mère d'un monde nouveau. » Et sur la première page de son mémoire, on trouve une simple citation. Une phrase gravée autrefois dans un vieux testament oublié. La lumière ne cherche pas le pouvoir. Elle cherche à briller, même seule. Et voilà. L'histoire de Cléa touche à sa fin. Une histoire d'ombre et de lumière, de trahison et de courage, de silence et de vérité. Elle nous rappelle que parfois, les plus grandes batailles ne sont pas celles qu'on mène sous les projecteurs, mais celles qu'on affronte dans le secret de nos choix. Cléa, méprisée, humiliée, rejetée, s'est relevée, non pas pour se venger, mais pour réparer. Elle n'a pas hérité d'un empire, mais d'un combat. Et elle a choisi la vérité, même quand celle-ci demandait de renoncer à tout. Merci du fond du cœur d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Merci pour votre temps, votre attention, votre curiosité. Si cette histoire vous a touché, intrigué ou fait réfléchir, alors elle a rempli sa mission. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, ou même à me dire quelle partie vous a le plus marqué. Vos retours sont précieux. Ils sont la lumière qui guide mes récits. Et surtout, n'oubliez jamais, même dans les ténèbres les plus profondes, une seule étincelle peut réveiller l'espoir. À très bientôt pour une nouvelle histoire.